Réculturation, nouvelles attitudes, comportements nouveaux, responsabilités partagées. Les choses sont allées très vite pour M. Adama Sagnon, sitôt nommé le ministre en charge de la culture devant la grogne des agents du ministère, a rendu sa démission au Premier ministre Yacouba Isaac Zida aujourd'hui même. Et puis après les journées insurrectionnelles, l'heure est au bilan lourd avec des morts, de nombreux blessés et des biens privés saccagés. Aux États-Unis, pas de poursuite pour le meurtrier de Michael Brown, le jeune noir abattu par un policier blanc. Le président Obama et la mère de la victime ont appelé au calme malgré la douleur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h sur la télévision nationale du Burkina Faso. Monsieur Adama Sagnon a démissionné, contesté depuis sa nomination au poste de ministre en charge de la culture. Monsieur Sagnon a remis ce matin sa démission au colonel Yacouba Isaac Zida, Premier ministre de la Transition. Reportage signé Adama Koulibaly. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai l'honneur par la présente de vous présenter ma démission du poste de ministre de la Culture et du Tourisme pour compter de ce jour, 25 novembre 2014. Cette décision fait suite à des manifestations au sein du ministère de la Culture en réaction à ma nomination à la tête de ce département ministériel. Ayant à l'esprit les hautes missions qui vous sont dévolues, lesquelles mettent le peuple au centre de vos préoccupations, je vous saurai gré d'accepter ma démission au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de la cohésion sociale au sein du ministère de la Culture et du Tourisme ainsi que de la solidarité gouvernementale. Dans l'espoir d'une suite favorable à ma requête et en vous remerciant pour la grande confiance placée en ma personne, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mes salutations les plus respectueuses. Signé Monsieur Adama Sagnon, le 25 novembre 2014. Et puis, pas de temps à perdre pour les nouveaux ministres. Les installations ont débuté ce matin. 5 ministres ont pris officiellement fonction ce jour même. C'est le secrétaire général du gouvernement, M. Alain Thierry Jean-Baptiste Ouattara, qui a officié les cérémonies d'installation. C'était en présence de Evelyne Dabiré. Au nom de leur Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, et de celui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est par cette formule que ces différents ministres ont été installés dans leurs fonctions. Mais avant cet instant solennel, ce sont les secrétaires généraux qui ont signifié leur engagement à travailler pour le service public. Puis, à leur suite, certains ministres installés ont pris des engagements pour un changement. Il faut que l'administration territoriale soit managée autrement. Ici, le domaine du foncier pue tellement qu'on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de se rapprocher pour sentir, n'est-ce pas, cette odeur-là. C'est dire à quel point, à ce niveau, nous devrons également travailler donc à revoir un certain nombre de dossiers des parcelles, etc., pour que les attentes des populations soient prises en compte. Beaucoup de travail qui a été commencé sur les grands dossiers portant sur les crimes de sang et les crimes économiques. Il y a un élan, je pense, de l'intérieur, mais qui était bloqué, j'allais dire, de l'extérieur. Alors, je crois que nous allons nous atteler ensemble à débloquer tout ce qui pesait pour que la justice ne puisse pas faire son travail. Pour d'autres, ce sont les urgences qui vont imprimer la cadence. Et on a parlé donc évidemment, il n'y a pas longtemps, de toutes ces questions liées au manque de moyens matériels, humains et techniques au niveau des différents instances de la communication qui ne les permettent pas d'accomplir à bon escient leur mission. Donc il faut arriver à solutionner cela. Évidemment, il y a la question qui est liée à un certain nombre de promotions de valeurs démocratiques sur lesquelles quand même le ministère devrait donc travailler, compte tenu donc du nouveau contexte que nous avons connu. Et évidemment, la question liée donc quelquefois, j'allais dire, à l'immixtion partisane de certaines autorités qu'on a vues dans le traitement de l'information. Quand d'autres encore attendent leur feuille de route. Nous attendons donc la lettre de mission donc, pour véritablement décliner nos priorités. Mais d'ores et déjà, je pense qu'un certain nombre donc, de grands projets doivent être vraiment concrétisés. C'est trop tôt quand même pour prendre des engagements, puisque je n'ai pas encore reçu ma lettre de mission du chef du gouvernement. Alors, sous quel signe? Je pense que c'est sous le signe, comme on dit, de l'intégrité, du refus de la corruption, du refus de l'impunité. Mais dans leurs propos d'installation, les différents ministres ont tous promis de s'inscrire dans la dynamique du changement amorcé depuis l'insurrection populaire
des 30 et 31 octobre dernier. Et au chapitre des réactions, les partis politiques se réjouissent du compromis trouvé autour du respect de l'esprit de la charte. Il n'en demeure pas moins que les attentes sont immenses. Reportage signé Maxime Zongo. 26 portefeuilles ministériels, dont 4 détenus par des femmes. La nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Yacouba Isaac Zida est connue depuis dimanche dernier. 12 mois, voilà le temps qui lui est donné pour jeter les bases d'une démocratie solide au Faso. Évidemment, nous attendons aussi, comme d'ailleurs le président de la République, son excellence M. Kafando l'a dit, d'œuvrer à un assainissement et à une transparence dans la vie économique et politique, à gérer certaines questions qui ont été des questions d'injustice et aussi certaines questions de corruption à grande échelle. Nous saluerons les actes qu'ils poseront selon les aspirations réelles du peuple burkinabé, mais nous souhaitons aussi que ce gouvernement puisse lancer plusieurs chantiers à l'endroit de la jeunesse, des femmes, de la justice sociale, de manière générale. Au niveau du mouvement du peuple pour le progrès MPP, on se réjouit de la mise en place du gouvernement dans un délai raisonnable, mais surtout du respect de l'esprit de la charte de la transition. Ce gouvernement doit s'atteler à régler rapidement un certain nombre de questions. C'est donc un gouvernement qui n'a pas le temps, qui n'a pas beaucoup de temps, qui doit travailler vite et bien. D'abord sur les questions de la démocratie. Aujourd'hui, l'aspiration profonde de ce peuple, c'est qu'il y ait une démocratie véritable, avec des élections auxquelles participent librement tous les partis politiques, des élections également qui soient justes, équitables, transparentes, véritablement démocratiques. L'ouverture du fichier électoral pour prendre en compte le maximum de personnes, le vote des Burkinabés de l'étranger, les exigences de justice sociale et bien d'autres, autant de préoccupations que le MPP souhaite voir trouver des solutions. Du reste, le secrétaire général du Mouvement du Peuple pour le Progrès, tout comme la présidente du Parti pour le Développement et le Changement, marquent leur engagement à accompagner les nouvelles autorités afin qu'elles puissent réussir leur mission. Et puis la question de la gestion des ressources publiques avec en toile de fond, la question de la corruption est au centre des revendications des populations. Quel signal fort pour répondre à cette question? Des éléments de réponse avec Drissa Séré. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Mener une lutte acharnée contre la corruption et le népotisme, c'est l'une des missions principales que le président Michel Kafando a assignées au gouvernement. Ce message fait écho aux aspirations des Burkinabés sortis dans la rue le 30 octobre pour dire non à la révision de l'article 37 de la Constitution et réclamer de profonds changements dans la gouvernance du pays. À présent que le gouvernement est formé, les forces vives ont les yeux tournés vers les nouveaux dirigeants. La corruption est un fléau qui gangrène toute la société burkinabé. Pour témoigner de sa bonne foi, le nouvel exécutif devrait commencer par donner l'exemple. Il faut mettre de l'ordre au plus haut sommet de l'État. Cela s'entend d'abord par la réduction du train de vie de l'État. Les principes d'égalité, de justice, d'équité et de transparence doivent s'appliquer à tous sans exception. Dans le nouveau système que le peuple appelle de son vœu, où chacun doit montrer patte blanche, les ministres ne sauraient être en reste. Ils ont été choisis sur la base de leur probité. On attend donc que les avantages accordés aux membres du gouvernement se fassent de manière transparente, que les ressources publiques soient utilisées rationnellement, que les recrutements sur mesure nouvelles dans les ministères obéissent aux principes sacro-saints du mérite et de transparence, que le traitement salarial accordé aux ministres soit en adéquation avec les ressources du pays. Encadrées par des garde-fous, ces dispositions constitueront un rempart contre l'enrichissement illicite. Les charges de fonctionnement de l'administration sont un autre levier sur lequel il faudra agir. Pas besoin de boule de cristal pour savoir que la maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de dégager des ressources supplémentaires favorables à l'investissement, gage de tout développement. En ce qui concerne la prise en charge du Conseil national de transition,
les choses doivent également changer. Suivant l'esprit de la charte de transition, on passe d'une Assemblée nationale budgétivore de 127 députés à un conseil de 90 membres. Le fonctionnement du CNT doit respecter cet esprit, surtout si les missions ne varient pas fondamentalement d'avec celles d'un parlement, c'est-à-dire voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Le CNT est appelé à consentir des sacrifices tout en travaillant à mériter la confiance des populations. La réduction du nombre pléthorique de fonctionnaires parlementaires permettra sans doute au CNT de faire des économies. À partir du moment où des indemnités de session sont servies, on pourrait penser à un traitement salarial raisonnable à défaut d'un mandat gratuit. D'un autre côté, l'administration publique n'aura d'autre choix que de repenser ses méthodes de travail. Des pratiques jadis monnaie courante, telles le manque de transparence dans la dotation en carburant, l'utilisation abusive des véhicules de service, certains phénomènes de mode, notamment l'utilisation des véhicules 4x4 par bon nombre de directeurs généraux pour effectuer des déplacements privés ou urbains, source de dépenses superflues pour l'État en termes de carburant, d'entretien et de crédit à rembourser, ne devront plus avoir droit de citer. Au finish, veiller à ce que les biens de l'État ne soient plus confondus avec les biens privés, tel est l'un des défis majeurs sur lesquels est attendu le gouvernement de transition. Et puis un maillon important dans la gestion transparente, la Cour des comptes, le nouveau procureur général et 2 commissaires aux comptes ont été installés dans leurs fonctions ce matin. Tous magistrats expérimentés, ils auront la lourde tâche de veiller à la bonne gestion des deniers publics. Reportage signé Karim Patrick Namouanou. L'audience est solennelle, l'instant aussi, surtout pour Kango Sawadougou et Edilbert Somé, les 2 nouveaux commissaires du gouvernement près la Cour des comptes. Salifou Sampebogo est lui installé comme procureur général, toujours à la même juridiction financière, souvent objet de nombreuses attentes des citoyens. Au niveau de la Cour des comptes, les citoyens n'ont pas la possibilité d'accéder directement, comme dans les juridictions de base, au niveau de la Cour des comptes. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas saisir la Cour des comptes. Cependant, s'ils observent qu'il y a des manquements qui sont de nature à entraîner des conséquences constitutives de fautes pénales, ils peuvent les dénoncer au niveau des juridictions et cela va remonter pour que la Cour apprécie, parce que nous faisons des contrôles et lorsque au cours des contrôles nous constatons qu'il y a des manquements, il y a des irrégularités qui sont de nature à entraîner des sanctions, mais nous produisons un rapport et nous saisissons le garde des Sceaux pour qu'il saisisse maintenant les juridictions afin que la sanction soit prononcée. Contrôler les deniers publics, mais assister aussi le nouveau Conseil national de la transition CNT pourrait constituer une nouvelle attribution pour eux. Au regard du droit, dès l'instant qu'il y a une structure qui est là, qui s'occupe de manipuler l'argent public, l'argent collecté auprès du contribuable, la législation financière estime que la reddition des comptes se fait devant le juge. En français facile, ça veut dire quoi? Si vous manipulez de l'argent qui ne vous appartient pas, de l'argent public, vous devez rendre compte devant le juge. Cette assemblée de transition que vous appelez CNT, si elle va apprécier la collecte de l'impôt, obligatoirement, la Cour des comptes va éventuellement l'assister parce qu'il s'agit là de l'argent public. Tous magistrats de classe exceptionnelle, avec plusieurs années d'exercice, ces nouveaux représentants du parquet près la Cour des comptes ne manqueront pas d'expérience pour assumer leurs nouvelles fonctions. Les journées insurrectionnelles des 30 et 31 octobre dernier ont fait 24 morts, 265 blessés et plus de 260 cas d'atteinte aux biens privés. Un lourd bilan rendu public par le comité ad hoc pour l'évaluation de l'état des atteintes aux droits humains. Le reportage est signé Olopoda. 19 morts et 265 blessés, c'est le bilan de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et des manifestations des 1er et 2 novembre dernier. À cela s'ajoutent les 5 décès enregistrés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou suite à la mutinerie liée aux événements du 30 octobre.
Les données sont du comité ad hoc pour l'évaluation de l'état des atteintes aux droits humains, un comité mis en place par les autorités militaires au lendemain de ces périodes insurrectionnelles. Selon le rapport préliminaire rendu public, d'importantes conséquences matérielles sont également notées. Il en est ainsi de l'Assemblée nationale à Ouagadougou, de la télévision nationale du Burkina Faso, de l'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso. Officiellement, l'on enregistre à ce jour un total de 14 cas d'atteinte à des biens publics par saccage, pillage et ou incendie. À cette étape de l'élaboration du rapport par le comité, plus de 260 cas d'atteinte aux biens privés de diverses natures ont été enregistrés de manière officielle. Au regard des dommages enregistrés et leurs répercussions négatives sur la cohésion sociale, les Burkinabés devraient travailler pour la construction d'une nation unie. C'est l'avis du comité ad hoc qui a formulé des recommandations. Premièrement, l'organisation d'une journée nationale d'hommage aux morts de l'insurrection populaire. Deuxièmement, la poursuite et l'intensification des actions de sensibilisation des populations pour l'instauration d'une culture du civisme et de respect des droits humains sur toute l'étendue du territoire. Troisièmement, la prise de dispositions idoines à travers la mise en place de mécanismes efficaces permettant d'apporter les réponses appropriées aux différents cas d'atteinte aux droits humains enregistrés à l'occasion de l'insurrection populaire et des 2 journées de manifestation qui ont suivi. Le projet de rapport du comité ad hoc sera finalisé et validé avec l'ensemble des acteurs de la vie politique afin de permettre à chaque citoyen d'appréhender les violences enregistrées et la nécessité de travailler à l'apaisement des cœurs et à la réconciliation. Et puis solidarité, ce lundi 24 novembre 2014, le collectif des commerçants du Burkina Faso a apporté un appui financier à l'hôpital Soro Sanon de Bobo-Dioulasso. Objectif, témoigner leur solidarité à l'endroit des blessés de l'insurrection. Une aide appréciée par les responsables de l'hôpital. 500 000 francs CFA sur le montant de l'argent remis ce matin par les commerçants aux responsables de l'hôpital. C'était en présence de Kadou Romenki. L'élan de solidarité autour des blessés de l'insurrection se poursuit. Ici, ce sont 500 000 francs CFA remis aux responsables de l'hôpital Soro Sanon de Bobo-Dioulasso par le collectif des commerçants du Burkina. Nous sommes juste là ce matin pour être solidaires aux blessés de l'insurrection au Burkina Faso du 30. Et notre don est modeste, nous le reconnaissons, mais elle peut participer aux soins. Ce geste, au-delà de la prise en charge des blessés, va aider l'hôpital à mieux répondre aux attentes des populations. Ce matin, la contribution des commerçants, elle est à saluer. Parce que même si aujourd'hui, ce n'est pas pour payer des médicaments pour les blessés des événements les 30 et 31 octobre 2014, c'est un soutien à l'hôpital. Et on a tous été témoins ici de la mobilisation de la ville pour à un moment donné dire que l'hôpital était à genoux, l'hôpital n'est à rien. Je pense que tous ces soutiens vont contribuer à relancer notre établissement. En rappel, le collectif des professionnels des industries du commerce et les organisations de la société civile étaient en concertation nationale le 22 novembre dernier à Ouagadougou. 2 millions de francs CFA ont été collectés sur place lors de cette réunion. La somme d'1 million est allée à l'hôpital Yalgado, 500 000 à l'hôpital Blaise Compaoré et 500 000 qui viennent d'être remis à l'hôpital Soro Sanon. Autre doléance ayant marqué cette réunion, c'est la dissolution de la Chambre de commerce et d'industrie en vue de mettre fin aux monopoles commerciaux. Question de permettre un traitement équitable dans les passations des marchés, a laissé entendre le collectif. Et la RTB, qui a subi aussi de lourds dégâts, a bénéficié de la solidarité de la société de transport staff. La société a remis 3 millions de francs CFA pour aider à la réhabilitation de votre chaîne de télévision. Reportage de Aruna Maré. 3 millions de francs CFA, c'est la contribution de staff, la société de transport Aorema et Frères pour soutenir la RTB, la radio-diffusion-télévision du Burkina. La chaîne au cœur des grands événements n'a pas été épargnée par les pillages et saccages observés lors de l'insurrection populaire.
Et cette délégation de la compagnie de transport Staff, reçue ici par les responsables de la télévision du Burkina, est venue apporter soutien et réconfort au personnel. Vous savez que notre pays a connu ces derniers temps, surtout les événements sociopolitiques, qui ont quand même engendré des dommages et des dégâts. On a pu, à travers nos visites, et vous avez vu que juste derrière moi, vous avez carrément votre autocar qui est carrément calciné. Donc c'est juste pourquoi ce matin, à travers ma modeste personne, apporter quand même notre modeste contribution à la chose nationale. De ces 3 millions, la radio nationale reçoit 1 500 000 francs CFA et l'autre moitié revient à la télévision. Au nom du personnel et de la direction générale de la RTB, le directeur de la télévision Alfred Nikéman a remercié le donateur pour son geste. Staff est une compagnie de transport burkinabé créée dans les années 92 par Adama Ouedraogo. Elle dessert les villes de l'intérieur du pays. Solidarité toujours, la direction générale de l'hôpital Yalagado Ouedraogo à Ouagadougou a fait ce matin un bilan de la prise en charge des blessés et des dons enregistrés. Sur 190 blessés, on déplore 12 morts. Au chapitre des dons, l'hôpital a enregistré près de 64 millions de francs CFA. Reportage signé Draman Guéné. À la date du 25 novembre 2014, l'hôpital Yalagado a reçu plus de 60 dons en nature et en espèces. Grâce à ces gestes de solidarité, l'hôpital a pu prendre intégralement en charge les frais d'ordonnance et d'examen de tous les blessés de l'insurrection populaire qui y sont admis. Sur ce que nous avons reçu, vous avez 63 904 000 dont 21 112 005 francs en chèque. Alors nous avons donc dépensé, c'est-à-dire les dépenses pour prendre en charge les blessés depuis le début. Quand on dit dépenses, médicaments, examens, etc. Et nous dégageons un solde positif de 42 791 995 francs. Voilà, donc ça c'est le côté argent. Maintenant nous avons reçu des dons en médicaments. Après les dépenses, un reliquat de plus de 42 millions se dégage. Pour Robert Sangaré, cet argent sera injecté dans les caisses de l'hôpital pour son fonctionnement normal. Ça peut nous permettre vraiment de doter le personnel de la ligne des urgences d'un certain nombre de petits équipements qui ont l'air petits mais très utiles dans les services d'un hôpital. Donc nous allons discuter avec les chefs de service de la ligne de front et tout ça. Et puis nous allons voir, une fois que nous aurons dégagé le sol, après l'avoir pris en compte, nous allons voir ce que nous pouvons acquérir avec ça. Avec cette marge de manœuvre financière, le DG de l'hôpital Yalagado rassure les blessés déjà soignés de la possibilité du revenir pour une prise en charge en cas de récidive. S'il y a encore des blessés qui doutent sur leur état de guérison, qu'ils reviennent dans la semaine rapidement, on va les programmer pour des derniers contrôles par des médecins spécialistes et s'il y a des soins ou des examens à assurer, nous allons les rassurer et puis pouvoir maintenant faire le solde définitif. Des 190 blessés admis à l'hôpital Yalagado, 12 sont décédés et 2 sont encore en attente d'intervention chirurgicale. Tous les frais d'ordonnance et d'examen sont remboursés. Et puis un atelier régional de formation sur le plaidoyer contre la drépanocytose s'est ouvert hier à Ouagadougou. Objectif, renforcer les capacités des acteurs pour lutter contre cette maladie invalidante. Reportage de Ini Walko et Janine Kambiré. Ma crise douloureuse, à nulle autre douleur n'est comparable. De sensation de broiement de mes os par un compacteur à la sensation d'un marteau-piqueur qui dans mes os s'enfonce, l'atrocité de ma douleur, oh mon Dieu, toi seul la mesure. Que d'émotions dans la salle lorsque Ozias Semano, un jeune drépanocytaire, élève des terminales, déclame son poème sur la situation pathétique des victimes de cette maladie qui tue dans le silence. En effet, la drépanocytose tue 2 millions d'enfants dans le monde, fait de nombreux handicapés, des veuves et orphelins, des abandons scolaires en raison de défauts de diagnostic, d'information ou de prise en charge. D'où la pertinence de l'atelier de formation sur le plaidoyer des responsables d'associations de lutte contre la drépanocytose venus du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie, de Madagascar et du Burkina.
Ici, au Burkina, nous avons le site Burkina qui est mis en place depuis 2006 et il a comme objectif d'engager le plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la question de la drépanocytose, aussi d'informer, de sensibiliser l'opinion publique. Le présent atelier régional de formation sur le plaidoyer fait suite à celui tenu en octobre 2013 à Monaco et illustre l'engagement manifeste du gouvernement de la principauté de Monaco, engagé depuis 2007 dans le domaine de la lutte contre cette première maladie génétique au monde. On est très concernés, c'est un des programmes phares de la coopération internationale. Donc depuis 2007, nous sommes très engagés et dans les différents pays qui sont représentés aujourd'hui, nous aidons justement les associations qui œuvrent vraiment sur le terrain pour leur permettre de leur apporter des outils, des soutiens. Le comité d'initiative contre la drépanocytose, CID Burkina, au terme de cette formation, nourrit l'espoir de capitaliser les expériences et construire un réseau d'acteurs qui pourraient faire de la drépanocytose une maladie négligée, non pas parce que personne ne s'y intéresse, mais parce que sa prise en charge serait devenue banale et les cas de drépanocytose très rares au sein de nos populations. Et puis, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, à travers l'Agence burkinabé de la normalisation, de la métrologie et de la qualité, a organisé ce lundi 24 novembre à Bobo-Dioulasso un atelier d'information et de sensibilisation des opérateurs économiques sur la certification des produits. Le but de l'atelier est d'amener les acteurs du secteur économique à adopter une démarche de certification en vue de mettre à la disposition des consommateurs des produits de belle facture répondant aux normes internationales. Reportage à Bobo-Dioulasso signé Amadou Lougué. La qualité des aliments constitue aujourd'hui une exigence dans le monde. La demande des consommateurs se tourne de plus en plus vers des produits porteurs d'un label de qualité. L'objectif du présent atelier est de donner aux opérateurs économiques les informations nécessaires sur le processus, les avantages et les enjeux de la certification des produits. Aujourd'hui, nous sommes à Bobo-Dioulasso pour lancer le démarrage de nos activités de certification. Comme vous le savez, la qualité des produits est une préoccupation de l'ensemble des acteurs. Et les gens demandent à ce que sur les produits, on voit un certain nombre d'étiquettes, des labels qui permettent de connaître quels sont les produits de qualité par rapport à ceux qui ne le sont pas. Donc la demande de la certification que nous sommes en train de vouloir démarrer, qui va permettre de passer en revue tous les aspects qualité depuis la matière première jusqu'au produit final et qui va nous permettre d'apposer ce qu'on appelle une marque nationale de conformité sur les produits. Au sortir de cet atelier, chaque participant devrait s'engager dans une démarche de certification de ses produits. L'atelier est venu à point nommé parce que nous avons des produits que nous devons faire connaître au niveau national, sous-régional et même international. Et donc pour cela, la certification va beaucoup nous servir. Ça va permettre aux gens, à la population d'être confiants à l'égard de nos produits et de faire la différence avec les produits qui sont là. Et par là, les entreprises qui sont en train de mener cette activité peuvent gagner. C'est en 2012 que le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, avec l'appui de l'Union européenne, s'est doté d'une agence de la normalisation, de la métrologie et de la qualité des produits. L'Agence de médiation culturelle des pays du Sahel et ses partenaires organisent du 27 au 29 novembre prochain à Bobo-Dioulasso la première édition de la Biennale des littératures d'Afrique noire, une manifestation culturelle et éducative qui a pour cible la jeunesse avec comme objectifs principaux remettre au goût la lecture chez les jeunes, favoriser les échanges culturels. Plusieurs activités sont au programme et les festivaliers auront la chance d'échanger avec des auteurs venus de la sous-région et d'Europe. Reportage signé Sanoua Christine Koulibaly. Un nouvel arrivant dans l'espace géoculturel de la ville de Bobo-Dioulasso, capitale culturelle du Burkina Faso. Le dernier né s'intitule la Biennale des littératures d'Afrique noire. Une manifestation culturelle et éducative qui a dans son viseur 3 objectifs principaux. Promouvoir les cultures africaines par les littératures, en mettant l'accent sur les œuvres destinées à la jeunesse
permettre aux auteurs africains francophones de rencontrer leurs lecteurs et rendre la littérature encore plus vivante pour les enfants, les adolescents et les jeunes. Participer au dialogue des cultures dans l'espace francophone. 28 classes regroupant environ 2000 élèves constituent la cible privilégiée de la Biennale des littératures danoises. Elle se veut également un creuset de pérennisation de certaines valeurs chères à l'Afrique et au Burkina Faso en particulier. Tout peuple qui ne connaît pas sa culture n'a pas d'avenir. Et je me dis que ce que nous venons de vivre au Burkina Faso, là, nous nous en sommes sortis très rapidement. En 15 jours, nous avons résolu la crise là, tout simplement parce que nous avons une culture, on a un socle culturel qui est basé sur le pardon et la tolérance. Et c'est ça, c'est ce socle culturel-là qui a fait que très rapidement, les Burkinabés ont décidé donc d'aller de l'avant et de sortir de cette crise-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver, c'est quelque chose qu'il faut développer, surtout pour les jeunes générations. Du 27 au 29 novembre, exposition, goûter et dîner littéraire, table ronde sur le thème lecture et réussite scolaire sont entre autres les activités proposées aux festivaliers. Des festivaliers qui auront la chance d'échanger avec des auteurs de la Côte d'Ivoire, de la France, de la République démocratique du Congo et bien entendu du Burkina Faso. Et puis décédé le 25 novembre 2013, la famille de Monseigneur Zéphirin Toé, évêque émérite du diocèse de Dédougou et celle de l'église Sainte-Famille de Thomas ont organisé une messe de requiem pour le repos de son âme. À cette occasion, la paroisse Sacré-Cœur de Thomas a refusé du monde ce samedi 22 novembre 2014. Parents, amis et connaissances sont venus de partout pour rendre hommage au disparu qui a passé 50 ans de sa vie sacerdotale. Reportage de Sirki Milogo et de Yves Rwamba. C'est à travers cette procession que les fidèles chrétiens se sont rendus à l'église Sacré-Cœur de Thomas afin de prier pour le repos de l'âme de Monseigneur Zéphirin Toé, évêque émérite du diocèse de Dédougou, disparu il y a une année. Venus des différents diocèses du Burkina et d'ailleurs, parents, amis et connaissants ont tous pris d'assaut ce lieu de culte pour se recueillir et prier pour l'illustre disparu qui a quitté le monde des vivants pour toujours. Cette messe qui est de coutume chez nous les catholiques, pour l'âme du défunt. En réalité, et ça c'est un peu dans toutes nos ethnies, tant que ces coutumes ne sont pas exécutées, le défunt n'est pas encore mort. Nous avons intercédé pour l'évêque émérite, mais nous lui avons rendu grâce aussi pour tous les biens que nous avons reçus par son intermédiaire, puisque Dieu, il passe toujours par nos personnes pour atteindre nos personnes. Voilà. Donc, au-delà de la personne de Monseigneur Zéphirin Toé, c'est Dieu qui nous a rendu beaucoup de services. Monseigneur Jude Bikaba, évêque de Dédougou, a invité les fidèles chrétiens à prier pour le repos de l'âme du défunt, tout en espérant que le Seigneur l'accueille dans son royaume et de mettre à profit ce moment solennel pour affermir leur foi, l'espérance et le réconfort. De son œuvre, il a travaillé en toute simplicité, dans la confiance au Seigneur et laissant le Seigneur convertir le cœur. C'est le Seigneur qui convertit, ce n'est pas nous. Donc je pense que Monseigneur Toé a été humble, il s'est effacé, il a donné le meilleur de lui-même, mais Dieu s'est servi de ça pour toucher le cœur. Né le 30 décembre 1928 à Thomas, c'est le 25 novembre 2013 que Monseigneur Zéphirin Toé a tiré sa révérence après 50 ans de vie sacerdotale et 40 ans de vie épiscopale. Ordonné prêtre en 1957, il a servi à Komi, Thomas et Tougan avant d'être nommé évêque en 1973. Depuis 2005, il était évêque émérite du diocèse de Dédougou avant sa mort. Ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants à 22h15 pour les dernières actualités. Merci et à tout à l'heure.